Chers téléspectateurs, on connaît les craintes et les incertitudes que suscite la situation économique mondiale, la situation de l'économie financiarisée, surtout depuis la crise de 2008. C'est l'occasion de revenir sur une crise économique qui a ébranlé sérieusement le monde, puisqu'il s'agit de la crise de 1929. Alors, événement d'importance, le plus important de l'entre-deux-guerres, bien sûr, avec des conséquences considérables en termes économiques, sociaux, politiques, un événement d'une ampleur exceptionnelle par ses effets, un événement qui débute aux États-Unis, mais selon la formule employée à l'époque, quand l'Amérique s'enrhume, eh bien l'Europe attrape la grippe, et effectivement on sait quelles ont été les conséquences considérables en Europe de cette affaire-là. Ça veut dire qu'entre 1929 et 1933, le commerce international s'est réduit aux 2/3. Ça veut dire qu'on a connu une baisse des prix spectaculaire, une baisse de la production industrielle, un chômage absolument massif, 14 millions de chômeurs aux USA début 1933, pendant qu'il y en a 6 millions en Allemagne et 3 millions en Grande-Bretagne. Donc un bilan extrêmement lourd. Alors, dans quelles conditions s'est déclenché ce traumatisme majeur pour l'économie mondiale? Il faut partir, bien sûr, d'abord des États-Unis. Il faut partir de l'Amérique de la prospérité, c'est-à-dire l'Amérique, en gros, de la seconde moitié des années 20. Cette Amérique a tout lieu d'être confiante et optimiste. Quand le président républicain Calvin Coolidge, en 1928, prononce son dernier discours sur l'état de l'Union, avant d'être remplacé l'année suivante par Herbert Hoover, eh bien Coolidge peut se féliciter de la situation économique de l'Amérique qui connaît des progrès absolument considérables en termes de production industrielle, en termes de développement urbain, en termes d'amélioration du niveau de vie. Bien sûr, il y a eu une crise de surproduction au cours des années 1920-1922, c'était la suite logique de la guerre, mais en l'espace de 7 ans, de 22 à 29, la production industrielle a progressé de 50%, le revenu national a progressé de 42%, l'urbanisation s'est envolée avec symboliquement la construction de gigantesques gratte-ciel comme l'Empire State Building à New York par exemple, avec ses 86 étages, des régions jusque-là qui étaient assez peu peuplées ont connu un essor spectaculaire, c'est le cas de la Floride, c'est le cas de la Californie, on va avoir une politique du logement très ambitieuse, 400 000 logements construits en 1920, 935 000 en 1925, pour ne rien dire des succès de l'industrie automobile qui se développe selon le modèle fordien, le succès d'une industrie chimique qui va bientôt se positionner au premier rang mondial, le succès des industries des appareils électriques. Tout ça, c'est le résultat de toute une rationalisation du travail, le résultat du taylorisme, sur fond de hausse des salaires, d'amélioration de la situation des masses ouvrières. En 1926, Ford va accorder la semaine de 5 jours à ses salariés, et le groupe International Harvester, la même année, va commencer à leur donner 2 semaines de congés payés. Alors tout cela va faire que dans cette Amérique prospère, où la croissance est spectaculaire, le calme social est garanti, sur fond de hausse de la consommation intérieure qui augmente de 13% entre 1921 et 1929. L'indice de la production industrielle est au rendez-vous, 100 en 1913, 89 en 21 et 80 en 22, c'est la fameuse crise de surproduction d'après-guerre, mais 110 en 1928, 126 en juillet 1929. Croissance, productivité en hausse, innovation technique, bien sûr, développement du crédit à la consommation, c'est un phénomène nouveau, développement de la publicité. En 29, il y a déjà 600 000 employés dans la publicité aux États-Unis. Fiscalité pesant sur les entreprises faible, 20% en 1920, 10% seulement en 1929. Tout ça sous la protection de tarifs douaniers élevés, 21% en 1913, 59% en 1930, avec le
tarif faul et smooth. Donc la bulle américaine peut se développer, on le voit, dans les meilleures conditions. Une Amérique qui dispose de réserves de métals précieux spectaculaires. Elle détient plus de la moitié du stock d'or mondial après la Première Guerre mondiale, hein, avec des taux d'escompte qui sont faibles, de 3,4, 3,5%, là où ils sont de 4,5% en Grande-Bretagne, de 6,5% en France et de 10% en Allemagne. Mais derrière ce tableau absolument spectaculaire, très encourageant, demeure quand même un certain nombre de problèmes. Un problème agricole. D'abord, les farmers américains ont produit massivement à la faveur de la Première Guerre mondiale pour satisfaire les demandes d'un marché européen désorganisé, là où des régions entières étaient le théâtre des combats alors qu'elles étaient productrices avant-guerre. Il a fallu également remplacer sur le marché mondial ce que produisaient, ce que fournissaient les Russes avant 1914. Donc un essor spectaculaire à la faveur de la guerre. Mais quand les choses se rétablissent en 1919, eh bien, ces farmers américains, ils vont être confrontés à une surproduction dangereuse pour la suite. Il faut voir aussi que la croissance spectaculaire que j'ai évoquée commence à trouver ses limites quand on arrive en 1929. Hein, tous les nouveaux biens nés de l'innovation technologique, du développement de la consommation, eh bien, on les remplace pas tous les 2 ans. Hein. Cette société de consommation qui se met en place n'est pas encore une société de gaspillage, donc il y a un ralentissement quand même de la croissance, des inégalités qui apparaissent entre notamment les paysans et les urbains, hein, le nombre, la part de l'agriculture dans le revenu national a baissé de moitié en l'espace de 10 ans, après la Première Guerre mondiale, hein, 16% en 1919, plus que 8,8% en 1929. Hein. Il faut compter aussi avec la concurrence de nouveaux pays exportateurs vers l'Europe, comme le Canada, l'Argentine, l'Australie, par exemple. Ce qui veut dire que l'agriculture spéculative du Middle West est quand même assez affectée durant cette période, au point que le prix de la terre même commence à baisser. Tout ça, ça a été parfaitement évoqué dans un film qui a un grand succès en son temps et que beaucoup d'entre vous connaissent certainement, le film intitulé « Les raisins de la colère », inspiré du fameux roman de John Steinbeck, hein, qui met en scène ces paysans américains du Middle West partir refaire leur vie en Californie. Hein. Un exode rural donc qui est considérable durant la période. 2 millions de personnes quittent la terre en 10 ans. Donc ça c'est un problème de fond, même pendant la période de la prospérité. En 1929 d'ailleurs, Hoover va créer un Federal Farm Board pour apporter de l'aide aux paysans. 500 millions de dollars sont mis sur la table pour acheter les excédents agricoles et maintenir ainsi les cours et satisfaire des paysans inquiets pour la suite et qui constituent un lobby électoral fort à l'époque. C'est un bombardement, tout cela, hein, parce que ces achats de surplus, ça encourage les paysans à produire, mais le jour où par ailleurs les choses vont s'effondrer, eh bien le gouvernement se débarrassera des stocks accumulés et les cours s'effondreront encore plus à cette occasion-là. Hein. En fait, on le voit, cette période de prospérité qui va durer quelques années et avoir des résultats tout à fait spectaculaires, elle présente quand même un certain nombre de faiblesses derrière les hausses de salaires réels, derrière l'augmentation de la production. Il y a des bombardements qui sont là, hein. Notamment le fait que l'on accorde de très grandes facilités de crédit, surtout à partir de 1927, pour entretenir la consommation. Hein, il faut permettre aux gens d'acheter. Hein. C'est le marché intérieur en plus qui récupère la production parce qu'à l'extérieur, les gens n'ont pas les moyens d'acheter en Amérique du fait de l'État qui a suivi la Première Guerre mondiale. Hein.
Dans ce contexte-là, la bourse de New York va flamber dès 1927-1928. Les cours vont doubler pour les valeurs industrielles en l'espace de 2 ans. Les transactions se développent de manière astronomique. L'usage du téléphone permet à de plus en plus d'Américains de suivre en continu les cours de la bourse et de spéculer. Des sociétés se constituent pour l'achat d'actions. En 1929, elles vont avoir un chiffre d'affaires de 3 milliards de dollars, ce qui en dit long sur le développement de cette spéculation. Le problème, c'est qu'un fossé va s'établir entre le volume des actions en circulation et les possibilités réelles des sociétés qui les émettent. Scénario évidemment classique. On voit en 1929 se développer les transactions dans des proportions considérables au point que certains parlent d'orgie de spéculation. En effet, on promet des rémunérations excessives aux acheteurs d'actions pour réussir à les placer et comme ceux-ci vont emprunter pour acheter ces actions, on est dans une logique de fuite en avant spéculative, mais sur un fond d'optimisme général, personne ne semble s'inquiéter. Les chiffres de la valeur des titres sont ainsi, 27 milliards de dollars en 1925, 67 milliards en janvier 29, 87 milliards en octobre 1929. Donc tout un échafaudage de crédit qui repose sur la confiance. Or, le jour où cette confiance va faiblir, eh bien, on peut craindre évidemment le pire. Le 22 septembre 29, un article de presse annonce ou signale qu'on a un marché haussier qui dure plus que nécessaire. Premier signe d'alerte. Le 19 octobre 1929, un indice des actions industrielles publié par la presse signale une baisse de 12 points de la valeur de ces actions. Alors, l'inquiétude va gagner les marchés, c'est-à-dire les détenteurs d'actions, et le mercredi 23 octobre, 2,5 millions d'actions changent de main, mais avec des prix, évidemment, qui sont à la baisse. Ça n'empêche pas le patron de la National City Bank de dire que la situation est fondamentalement saine. Nous sommes là le 23 octobre 1929. Le lendemain, jeudi 24, eh bien, c'est la panique, c'est le fameux jeudi noir. 13 millions de titres sont vendus. Le 29 octobre, ce sont 16 millions de titres qui sont vendus. Et l'indice des valeurs industrielles s'effondre. Tous les gains accumulés au cours des 12 mois précédents sont complètement envolés. On va voir l'indice des titres qui vont passer en septembre de 381 en septembre à l'indice 198 à la mi-novembre. Donc en l'espace de 2 mois, il y a une chute de moitié de la valeur des titres. Les boursicoteurs, les spéculateurs vont liquider leur portefeuille au plus vite avant que la baisse ne persiste pour faire face tout simplement à leurs créanciers à qui ils ont emprunté de l'argent pour acheter des actions. Alors tout cela va amener à une contraction complète du crédit, 642 faillites bancaires en 1929, 1345 en 1930, 2258 en 1931, derrière la faillite des banques, la faillite des entreprises, la baisse des prix agricoles qui vont baisser de 50% dans la foulée. Ford, qui avait été le modèle un petit peu du patron innovant, voire social, licencie 60 000 ouvriers, puis 135 000 ouvriers, sans aucune indemnité. Les législations sociales anti-chômage à l'époque, évidemment, sont inexistantes. Et le résultat, c'est que début 1933, au moment où Roosevelt va devenir président, il y a 14 millions de chômeurs aux États-Unis. Le revenu national est passé de 89 milliards de dollars en 1929 à 41 milliards en 1932. Vous voyez, quand on parle de crise aujourd'hui, on n'en est pas encore à ces chiffres-là, d'une chute du revenu national de plus de moitié en l'espace de 3 ans. Quant au volume des salaires qui sont payés, ils étaient de 50 milliards de dollars en 29, ils ne sont plus que de 30 milliards en 1932. Que fait le gouvernement américain ?
Rien. Andrew Mellon, le secrétaire au Trésor, considère que les crises finalement sont des phénomènes passagers et salubres pour remettre en ordre l'économie. Herbert Hoover, le président, plein de bonne volonté, mais il ne croit pas du tout à une intervention de l'État dans les affaires du business. Pour lui, ce n'est pas souhaitable. Et il préfère s'enfermer dans un optimisme un petit peu béat en lançant à la radio des appels selon lesquels la prospérité est au coin de la rue. Voilà, c'est une affaire de confiance, il suffit d'attendre un petit peu, d'être patient, et tout cela va se rétablir tout à fait naturellement. Hein. La fameuse main cachée des chers aux libéraux va jouer, et les choses vont se rétablir. Alors on lance quand même, on essaie de lancer une politique de grands travaux, l'État fédéral essaie de s'investir un petit peu dans ce domaine, mais pas assez, hein, et de toute manière il n'aura bientôt plus les moyens de financer ces grands travaux, hein, car il entend donner la priorité absolue à l'équilibre du budget fédéral, hein, avec les conséquences que cela peut avoir. On va lancer une Reconstruction Finance Corporation en 1932, mais elle va trouver aussi ses limites, faute de ressources désormais de l'État fédéral, pour mettre en œuvre les financements prévus. Alors il y a bien sûr le chômage, l'État s'en préoccupe guère, ce sont à la fois les associations de bienfaisance et les pouvoirs locaux qui s'en chargent pour organiser des distributions aux chômeurs, pour organiser des soupes populaires, hein, mais évidemment avec un coût énorme. Les dépenses d'assistance entre septembre 30 et décembre 31, elles augmentent de 400% pour la ville de Philadelphie, de 267% pour la ville de Chicago, de 214% pour la ville de Saint-Louis, par exemple. Tout ça générateur d'agitation sociale, notamment les anciens combattants à qui on avait promis un bonus pour leur participation à la guerre, qu'ils attendent depuis 1919, ils considèrent maintenant que beaucoup sont chômeurs, qu'il est temps de l'obtenir, ce que le gouvernement fédéral ne peut pas octroyer évidemment, d'où des heurts, des manifestations, des blessés, un climat social qui se dégrade, et les choses s'aggravent quand le Federal Farm Board, qu'on a évoqué tout à l'heure, vend les stocks agricoles qu'il avait accumulés. Alors là, évidemment, c'est l'effondrement complet des prix agricoles. Comme je l'ai dit, la création de ce système a fait encourager les paysans en fait à produire davantage, puisqu'ils avaient une sécurité assurée pour l'écoulement de leur production. Alors le résultat de tout ça, c'est aussi bien sûr un lourd déficit du budget fédéral quand on arrive en 1931, quels qu'aient été les efforts de Hoover pour le limiter. Tout cela va déboucher, on le sait, sur l'élection de Franklin Delano Roosevelt en novembre 1932, le candidat démocrate. Hein. Tout cela va avoir aussi des conséquences à l'extérieur, car les Américains vont chercher à retirer leurs capitaux d'Europe, hein, où ils les avaient massivement investis en vue de la reconstruction qui devait suivre la guerre. Hein. Ils avaient investi notamment dans les années 1923-24 en Allemagne, hein, du fait de la politique de Hjalmar Schacht qui avait encouragé l'arrivée des capitaux américains. Ça avait contribué à la stabilisation de la République de Weimar, mais tout cela est emporté par la crise, hein, à partir de 1930, hein, ce qui correspond aussi avec la montée du chômage au premier succès politique du national-socialisme. Hein. La faillite de la banque autrichienne du Kreditanstalt, les faillites bancaires qui surviennent ensuite en Allemagne vont aggraver bien sûr la situation, et elle n'est pas brillante non plus en Grande-Bretagne, où tout cela va obliger les Anglais à dévaluer la livre quelque temps après la réussite de la dévaluation Poincaré en France. Alors, on va sortir de la crise, on le sait, avec des mesures inspirées par l'économiste John Maynard Keynes, hein, avec l'auteur d'un traité de la monnaie qui a fait date en 1930. On va encourager les grands travaux, on va se faire à l'idée d'une dévaluation nécessaire. Ce sera le New Deal rooseveltien qui atteindra quand même assez vite ses limites un peu partout. Ce qui va permettre de sortir de la crise, ça va être la relance des dépenses d'armement quelques années avant que ne se déclenche la Seconde Guerre mondiale.
J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un jeune historien, Thibaut Gandouli, qui nous présente un personnage bien oublié, contemporain de la fin du XIXe siècle. Il s'agit de Paul de Cassagnac, enfant terrible du bonapartisme. Un ouvrage publié par les éditions Via Romana. C'est l'occasion de rendre hommage à cette excellente maison d'édition animée par Benoît Mancheron, qui nous a donné ces dernières années de nombreux ouvrages du plus grand intérêt et qui confirme avec celui-ci. Thibaut Gandouli, je l'ai dit, est professeur d'histoire, jeune professeur d'histoire. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous intéresser à ce personnage, il faut bien le dire, oublié des manuels d'histoire, et qui a incarné, notamment au début de la Troisième République, le bonapartisme en France, à l'époque où celui-ci constitue encore une force politique notable. Je me suis d'abord intéressé à Napoléon III, que j'ai découvert à l'occasion du bicentenaire de sa naissance, donc vers 2008. J'ai lu beaucoup d'ouvrages à son sujet et j'ai allergie au bonapartisme. Ouais. Et j'ai continué à m'intéresser au bonapartisme après 1870, et là, inévitablement, je suis tombé sur Paul de Cassagnac, que j'ai découvert notamment à travers une biographie du prince Victor Napoléon, qui a succédé comme chef de la maison impériale au prince impérial en 1879. Et je devais inévitablement tomber sur Paul de Cassagnac, puisqu'il a joué un rôle de premier plan auprès du prince Victor et dans le parti bonapartiste en général. Alors j'avais commandé aussi une brochure d'époque, une brochure de propagande de Paul de Cassagnac, compilant des articles de journaux, et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien écrit, dans un style très coloré. J'ai adoré l'écrivain, et donc là je me suis dit, il faut que je fasse sa biographie. Voilà, il y a une empathie incontestable avec le personnage, bien sûr. Oui, tout ça s'inscrit d'ailleurs dans un retour, dans une relecture de la séquence du Second Empire et du bonapartisme, relecture commencée il y a maintenant déjà bien une trentaine d'années, parce qu'il faut bien le dire, Napoléon III pendant très longtemps a eu très mauvaise presse, ça c'était l'héritage de toute l'historiographie républicaine. Les choses ont changé un peu avec la Ve République, on se souvient par exemple de l'intérêt de Philippe Seguin pour Napoléon III. Mais pour revenir à Paul de Cassagnac, donc l'une des figures du bonapartisme, pouvez-vous nous rappeler quelles sont ses origines familiales, très précisément localisées d'ailleurs, c'est autour d'un terroir bien identifié, qui est sous ce domaine de l'Armagnac, du Gers, qui va être d'ailleurs pour lui, pour ses descendants aussi, une région dont ils seront les élus, où ils seront installés pour longtemps. Alors d'où vient Paul de Cassagnac ? Alors il appartient à une famille de la vieille noblesse que l'on peut faire remonter au Moyen-Âge et même à la première croisade, avec un ancêtre qui a participé donc à la première croisade aux côtés de Raymond de Saint-Gilles, qui est devenu connétable de Jérusalem. Bon, c'est une famille qui a reçu le privilège de fabriquer du verre, une famille de gentilshommes verriers. C'est ça, Et bon, c'est une famille après qui reste un petit peu obscure jusqu'au XIXe siècle, où Bernard Adolphe Granier de Cassagnac va soutenir. Oui, Bernard Adolphe va s'engager en politique, s'engager dans le monde journalistique et politique à partir des années 1830, et s'engager aux côtés de Louis-Napoléon Bonaparte bien avant l'élection présidentielle, donc du 10 décembre 1848, qu'il va soutenir dans le journal local du Gers. Louis-Napoléon va l'appeler à ses côtés, et il va rester un proche, conseiller privé de Napoléon III. Il va rédiger les adresses annuelles du corps législatif durant quelques années, durant les années 1860. Il écrira qu'il aura toujours la porte de Napoléon III ouverte. Et donc Bernard Adolphe fait rentrer son fils à la rédaction du Pays, qu'il dirige en 1866. C'est ça.
Et Le Pays, qui est un journal de sensibilité bonapartiste. Voilà. Le Pays qui devient alors l'organe des Mamelouks. Alors les Mamelouks, qui sont les Mamelouks? Qu'est-ce que ce terme recouvre à l'époque? Il est intéressant de le rappeler pour nos auditeurs. Alors ils étaient aussi appelés les Arcadiens, puisque se réunissant rue de l'Arcade. Ce sont des bonapartistes autoritaires qui s'opposent à l'évolution libérale de l'Empire. Voilà. Donc contre la liberté de la presse, la liberté de réunion qui sont accordées, ils affirment que l'empereur ne fait qu'affaiblir l'Empire et donner des armes à ses ennemis. Voilà. Et il faut rappeler pour nos auditeurs que conventionnellement, on divise la séquence du Second Empire en deux parties, celle de l'Empire autoritaire, en gros de 1852 à 1860, et on passe ensuite à l'Empire libéral, et traditionnellement, c'est ce que nous apprenait jadis le Malais Isaac, celui qui incarnait la période autoritaire, c'est Rouher, et celui qui incarne l'évolution libérale, c'est Émile Olivier. Et cet empire autoritaire, il a des nostalgiques pendant la période d'évolution libérale, vous venez de l'expliquer, et ceux-là, on les désigne sous les noms de Mamelouks, c'est-à-dire des inconditionnels de l'empereur, référence bien sûr aux Mamelouks de la garde impériale de Napoléon Ier. Oui, et aux esclaves, les esclaves guerriers soldats de l'Égypte. C'est ça, de l'Égypte médiévale. Et alors donc le père est dans cette sensibilité-là, dans ce courant-là. Durant la période de l'Empire, il développe aussi son activité dans la région du sud-ouest que nous évoquions, dans divers domaines, au point de se constituer une fortune, une influence, et de devenir un notable un peu incontournable dans sa région. Et donc, le fils Paul, il grandit, en gros, sa jeunesse correspond à la période du Second Empire. Il est né 1842. Il est né un 2 décembre. 1842, je crois. Oui, en 1842. Ah oui, donc 2 décembre. Voilà, c'était tout un programme pour un bonapartiste, c'était inévitable. Il ironisera dans un numéro de l'Autorité en disant que lorsqu'il passait au tribunal pour les différents procès, quand on lui demandait de donner son identité, il disait « Je suis né à Paris un 2 décembre », il entendait des rires dans la salle. Oui, évidemment. Et alors, quel est son parcours au fils Paul de Cassagnac, au fils de ce notable gersois? Au départ, son père voulait faire de lui un magistrat, mais Paul voulait devenir journaliste. C'est ça, il fait son droit, mais il va devenir journaliste. Ouais. Il y a une période d'opposition entre le père et le fils, marquée par une espèce de fugue de Paul, qui vit pendant plusieurs mois sur l'île de Bougival, dans l'ouest de Paris. En 1866, Bernard Adolphe, le père, accepte que son fils devienne journaliste et le fait rentrer au pays. Donc il va produire des articles jusqu'en 1870, des articles défendant l'Empire autoritaire, s'opposant aux évolutions libérales. Et après 1870, son père va se mettre en retrait. Il va plus tellement écrire. C'est le fils qui devient véritablement le rédacteur en chef du pays, jusqu'en 1885. Et alors, ce Paul de Cassagnac, il participe à la guerre de 1870, et puis une guerre dont on sait qu'elle se termine mal, mais lui, je crois, il est fait prisonnier à Sedan, au cours de la bataille de Sedan, et il va passer quelque temps en captivité en Allemagne. Oui. Voilà, jusqu'au début de l'année 1871. Oui. D'accord. Et alors, cette expérience de la guerre de 70 va faire qu'il adhère, j'imagine, pleinement aux aspirations, aux espoirs de la revanche. Ou est-ce que c'est moins évident que cela ? Oui, il adhère aux espoirs de la revanche. Cependant, ce n'est pas un thème récurrent
dans ses écrits. Oui, ce qui est intéressant à signaler, parce que ça va être un élément essentiel du nationalisme français après 1870, et notamment du nationalisme républicain, bien sûr. Et ce bonapartiste nationaliste aussi, ça permet de distinguer effectivement là une posture, une attitude un petit peu différente. Ouais. D'ailleurs, pour lui, dans les années 1890, il écrit que le véritable ennemi, c'est l'anglais, et on est séparé de l'Allemagne que par une équivoque, qu'une fois que cette barrière serait baissée, la question de l'Alsace-Moselle, plus rien ne poserait la France de l'Allemagne. En tout cas, voilà une belle lucidité géopolitique qu'on peut lui reconnaître. Alors, il revient donc de captivité dans les années 70 et là, la France a changé de régime. Elle est devenue une république, la troisième. Et alors là, il va être un farouche adversaire de la troisième république. Oui, par nostalgie envers l'Empire, et puis aussi puisqu'il pense que la République est incapable d'apporter une stabilité politique. Il craint, comme bon nombre de conservateurs à cette époque, que la République des modérés passe aux radicaux, qui eux-mêmes ouvriront la voie aux révolutionnaires. Qui mènent la crainte que ça dégénère en une nouvelle terreur ou en... D'accord. Oui, c'est un homme, dans les années 1870, c'est un homme du Parti de l'Ordre. À l'époque de MacMahon, même il souhaiterait même que MacMahon prenne en main les choses de manière beaucoup plus musclée. C'était pas un ami de la légalité. Il a appelé MacMahon au coup d'État après avant les élections de 1877, à instaurer l'état de siège, à prendre des mesures très énergiques pour faire marcher le suffrage universel dans le sens des conservateurs. Voilà, donc il était conservateur avant d'être bonapartiste, même au début des années 1870. Oui, et puis le coup d'État, il faut dire, dans la tradition bonapartiste, entre Brumaire et le 2 décembre, ça faisait partie des choses qui pouvaient être considérées comme naturelles. Et alors cette Troisième République, j'ai même vu, à vous lire, qu'il aurait lui-même inventé la fameuse formule, la désignant comme la gueuse, formule que l'on a attribuée pendant longtemps plutôt à l'Action française. Ah oui, dès 1883, il termine un article en disant il ironise sur la République, Sainte République, brave gueuse, va, je t'aime. Et ce terme de gueuse va revenir plus tard dans ses écrits. Et quand il décédera en 1904, certains articles de journaux vont rappeler qu'il a été l'inventeur du surnom de la gueuse, alors qu'aujourd'hui c'est totalement oublié. Alors que aujourd'hui, c'est complètement oublié. C'est complètement oublié. Effectivement. Donc, il déteste la République, il déteste ce régime parlementaire qui s'est mis en place au début des années 1870, et il va ferrailler dans tous les sens du terme contre ce régime, parce que à l'époque, on le connaît aussi comme un duelliste impénitent. Ça, c'est sans doute le sang gascon qui était celui des mousquetaires et de Cyrano qui parle, mais c'est un habitué des duels. Ah oui, on aura plus d'une vingtaine en effet, au cours de sa vie. Avant 1870, contre Henri Rochefort, parce qu'il avait produit un article ordurier contre Marie-Antoinette. Dans la Lanterne. Oui. Contre Lissa Garret, qui était son cousin. Lissa Garret, après 1870, contre Arthur Ranc, notamment. Contre le préfet de police Louis Andrieux. Oui, donc un monsieur qui avait le sang chaud, ce qui va lui valoir d'ailleurs quelques ennuis avec la justice. Il est condamné pour ces duels d'ailleurs. Oui, il sera incarcéré quelques jours à la conciergerie.
au début des années 1870, il est condamné à des amendes puisque le duel était interdit. D'ailleurs, il faut préciser qu'il n'a perdu aucun de ses duels. Il a été blessé à un duel, mais il n'a pas été vaincu, mais il n'a jamais été vaincu. Il arrête de se battre au cours des années 80, au début des années 1880. Oui, voilà. Oui. L'âge aidant, il a calmé un peu ses ardeurs. Alors, on le voit se dresser notamment contre Jules Ferry, qui incarne pendant plusieurs années ce qu'on a appelé la République opportuniste dans les années 1880, et il s'oppose à Jules Ferry notamment sur la fameuse question du Tonkin en 1885, mais c'est l'occasion, je pense pour nous, de rappeler que ça peut surprendre qu'il était opposé à l'expansion coloniale. Oui, la droite, jusqu'à la fin des années 80, était de manière générale opposée à l'expansion coloniale au nom du patriotisme continental, garder ses forces contre l'Allemagne en vue d'une éventuelle revanche. Et lui, il développe aussi une argumentation, il ne faut pas dépenser de l'argent pour l'expansion coloniale, mais pour soulager la misère en France. Il dit que ce sont les républicains qui font des trafics pour s'arroger des richesses à des fins personnelles. Il accusera au cours d'une séance donc Jules Ferry de rechercher des mines pour des profits personnels, ce qui vaudra une exclusion. Oui, mais ça c'est intéressant de le rappeler parce que à l'époque, c'est la gauche, c'est la République, c'est le camp républicain et notamment le camp républicain opportuniste. Les radicaux de Clémenceau sont beaucoup plus réservés sur cette affaire coloniale, mais c'est la République opportuniste qui est à la pointe de l'engagement pour la conquête coloniale. Et la droite conservatrice, la droite du parti de l'ordre de MacMahon, la droite catholique, la droite monarchiste de l'Assemblée de Bordeaux du début des années 70, elle est hostile à cette expansion coloniale parce qu'elle veut qu'on donne la priorité à la revanche, à la récupération de l'Alsace-Lorraine, qui constitue un objectif tout à fait prioritaire, c'est utile de le rappeler. Il y a un autre point sur lequel il s'engage très clairement aussi, c'est la défense des intérêts catholiques. Cette droite conservatrice à l'époque, elle est étroitement liée à la cause catholique. Oui. D'ailleurs, au début des années 1880, il déclara à la Chambre: je suis catholique d'abord, monarchiste après, impérialiste ensuite. Bon, c'est la hiérarchie des intérêts à défendre. Il combat par exemple l'école laïque et obligatoire, qu'il qualifie les fameuses lois Jules Ferry des années 1880. Oui, qualifie d'école de la libre pensée, et s'associe à Louis Veuillot, défend les mêmes positions. Donc il est proche d'un certain point de vue de la droite légitimiste même, sur ce terrain-là. Oui, il voit dans l'école une fabrique de libres penseurs, l'école de Jules Ferry, et aussi une fabrique de républicains, puisqu'il dénonce la propagande républicaine qui y est faite. C'est ça, parce qu'il a tendance à voir dans la République un système qui est pétri de contradictions, parce que voulant imposer une certaine idéologie, une certaine vision des choses, et visant à réduire au silence, au minimum, ses adversaires. Et de ce point de vue-là, il y a un point également intéressant, c'est qu'il est quand même très déçu dans les années 1890 par le ralliement auquel appelle le pape Léon XIII. Ce ralliement à la République, alors lui, il n'est pas du tout d'accord. Ah oui, pas du tout. Il va s'en prendre au cardinal Lavigerie, qui était à l'origine du toast. Le fameux toast d'Alger. Le toast d'Alger, appelant une escadre à se rallier à la République. Voilà, on reçoit des officiers de marine, et il y a ce fameux toast qui est un peu un tournant, un espèce de ballon d'essai concernant le ralliement de l'Église catholique à la République. Voilà, il dit que le cardinal appelle
à baiser le pied des bourreaux. Et ensuite, il va combattre les personnalités qui vont se rallier. Par exemple, Achille Fould, qui était le petit-fils des ministres des Finances de Napoléon III, ou encore, alors là, c'est pas un ralliement, c'est une retraite, le marquis de Breteuil, qui va se retirer de la vie politique. Il va consacrer 3 articles successifs en le traitant de gommeux, de déserteur. Il va être extrêmement violent à cet égard, à son égard. Et bon, à la suite aux personnalités en général, son amitié avec le baron de Mâcon, qui était patron des droites durant les années 1880, va prendre fin apparemment à cette époque. Sur cette question-là. Sur cette question. Parce que c'est une époque aussi, il faut bien le dire, le bonapartisme, dont on pouvait penser au début des années 70 qu'il avait encore un avenir politique important, se délite quelque peu quand même. Ne serait-ce que parce que le bonapartisme a perdu son champion, le prince impérial, qui meurt, on le sait, au Zululand en 1879. Oui, 1er juin 1879. Il est tué. Et puis alors là, qui va porter la cause bonapartiste ensuite? C'est aussi toute une question à laquelle il n'est pas indifférent, Cassagnac. Oui, alors en 1879, un problème se pose à la mort du prince impérial. Dans les règles de succession, le prince Jérôme Napoléon, qui est cousin de Napoléon III, doit succéder au prince impérial dans l'ordre dynastique, mais le prince impérial qui détestait le prince Jérôme Napoléon, qui avait des idées républicaines, anticléricales, va surnommé Plomplon. Oui, surnommé Plomplon, oui, va désigner son fils, le fils de Jérôme Napoléon, le prince Victor. Donc Cassagnac, qui ne peut pas voir le prince Jérôme Napoléon en peinture, va soutenir le prince Victor. Bon, il va être rapidement déçu dans les années qui suivent parce que il va voir en lui un incapable, manquant de courage, une intelligence moyenne. Il était d'ailleurs décrit comme ça fait beaucoup pour un candidat à l'Empire. Il était décrit d'ailleurs dans certaines notes de police que j'ai consultées comme un crétin par les espions de la police. Un espion disait qu'il était au jardin des plantes de Paris, en compagnie de cocottes et totalement enivré, ne pensant qu'à faire la noce, ne songeant pas à la politique, en compagnie d'un jeune, fils d'un chocolatier qui était un véritable crétin. D'accord. Bon, la note est très exagérée quand même, mais Victor n'était pas quelqu'un d'extrêmement brillant. Il n'avait pas l'envergure pour être un candidat crédible pour le camp bonapartiste. Mais alors, à un moment donné, il se rapproche un petit peu de la famille d'Orléans. Ah oui. Donc, il se rapproche, je dirais, des monarchistes classiques. Oui. En 1879, après, quand il sera déçu par le prince Victor, Cassagnac est en quelque sorte orphelin. Lorsqu'il est à la recherche d'une figure, il finit par rencontrer le comte de Paris, et il tombe sous son charme. D'ailleurs, ça semble réciproque, au vu des lettres que lui a adressées le comte de Paris. Et donc il va développer une doctrine qu'il appelle solutionnisme, qui consiste à dire n'importe quoi, n'importe qui, sauf la République. Donc il est prêt à soutenir une restauration monarchique. Une restauration monarchique classique. Alors il y a un épisode quand même qu'il faut évoquer dans son parcours, c'est l'épisode boulangiste aussi. Oui, il est actif à cette période-là. Il est, alors, au début, comme bon nombre de conservateurs, il déteste le général Boulanger. Général républicain. Voilà, républicain, qui compte envoyer les séminaristes à la caserne, qui fait peser un danger sur la France avec une menace de guerre avec l'Allemagne. Et il tourne Casaque quand le général Boulanger est exclu du gouvernement. C'est le baron de Mâcon, apparemment, qui raisonne un petit peu Cassagnac, et il va rentrer dans ce qui va être appelé le comité des 6, une organisation d'abord secrète de 6 membres, qui va être élargie à 12, qui fait la liaison entre la droite et le général Boulanger. Donc il va soutenir activement le général Boulanger dans l'Autorité, le journal qu'il a fondé.
jusqu'à la débâcle du mouvement boulangiste. La débâcle du mouvement boulangiste. Donc un parcours, on le voit, très, très original, qui rend bien compte des contradictions de l'époque, de ces débuts de la Troisième République. Vous pourrez retrouver donc dans cet ouvrage tout cela. Paul de Cassagnac, L'enfant terrible du bonapartisme, aux éditions Via Romana. Merci Thibaut Gandouli. Merci.